Le soleil de Yopougon décline, étirant ses ombres sur les tôles rouillées qui couvrent la petite cour commune où vivent les Quadios. L'air sent la poussière et le charbon humide. Dans la chambre étroite, à la peinture écaillée, Adjoba Quadio, 20 ans, tord un linge humide qu'elle pose doucement sur le front brûlant de sa mère. Akissi Quadio, veuve depuis 10 ans, respire par saccades. Sa toux, sèche et profonde, résonne contre les murs minces, comme si chaque accès arrachait un peu de vie à son corps déjà usé. Aujourd'hui nous allons vous raconter l'histoire d'Adjoba, entre les larmes de Yopougon et l'héritage du sang. Avant de continuer, veuillez vous abonner s'il vous plaît. Merci. Ne t'épuise pas pour moi, ma fille, murmure Akissi, ses lèvres fendillées à peine mobiles. Ses yeux brillent pourtant de cet amour maternel inaltérable, celui qui supplie de ne pas voir son enfant sacrifier sa jeunesse. Adjoba baisse la tête, mord l'intérieur de sa joue pour ne pas pleurer. Ses mains tremblent légèrement en essuyant le front de sa mère. Depuis des mois, elle multiplie les petits travaux, laver le linge des voisins, servir au maquis, donner des cours de soutien aux plus jeunes. Mais tout cela ne suffit pas. Les médicaments sont chers, l'hôpital demande des avances qu'elle ne peut rassembler. Elle le sait désormais avec une certitude glaciale. Si rien ne change, sa mère ne verra pas la fin de l'année. La nuit tombe, et le silence de la cour n'est rompu que par les quintes de tout d'Akissi. Dans ce combat silencieux entre la pauvreté et l'amour, Adjoba comprend que sa tendresse ne pourra sauver sa mère. Elle devra trouver autre chose, même si cela signifie briser ses propres limites. Le lendemain, sous le soleil cru d'Abidjan, Adjoba franchit les grilles de l'université de Cocody. Les couloirs bourdonnent de conversations, de vendeurs ambulants et d'étudiants pressés. Mais son regard s'arrête net sur une affiche collée de travers à un panneau d'information. Les lettres imprimées, presque criardes, semblent vibrer sous ses yeux fatigués. Donneuse d'ovocytes recherchée indemnisation immédiate, 6 millions francs CFA. Le chiffre danse dans son esprit. 6 millions. C'est plus qu'il n'en faudrait pour payer l'hôpital, acheter les médicaments et assurer un traitement digne à sa mère. Pendant un instant, son cœur bat plus vite, son souffle se coupe. L'espoir s'immisce dans ses veines comme une drogue. Mais l'espoir est fragile. Ses mains tremblent lorsqu'elle sort son téléphone usé de sa poche. Elle compose le numéro inscrit sur l'affiche. Chaque tonalité résonne comme une marche vers l'inconnu. Quand une voix masculine décroche, grave et posée, son cœur sursaute. « Allô ? C'est pour l'annonce, balbutie-t-elle. Mais presque aussitôt, elle se rend compte, elle s'est trompée de chiffre. Ce n'est pas la clinique qui répond, mais un inconnu. Un inconnu dont la voix porte une autorité tranquille. Kofi Aka. J'espère vous vous êtes déjà abonné. Allez, continuons. Elle raccroche brutalement, confuse et honteuse. Mais sans le savoir, par ce geste anodin, elle vient d'ouvrir une porte que le destin ne refermera plus. Le soir, la petite cour est assoupie. Les voisins écoutent les nouvelles à la radio, le parfum du foutou flotte dans l'air, mais dans la chambre des Quadios, tout est silence, sauf la toux qui secoue Akissi. Une quinte violente la plie en deux, tachant le mouchoir de sang. Adjoba s'empresse d'accourir, lui essuie la bouche, le cœur serré par cette vision qui lui arrache chaque fois un morceau d'âme. « Maman, je trouverai l'argent. Même si je dois me briser, je te le promets. » Ces mots sortent avec la force d'un serment. Mais Akissi, malgré la douleur qui la consume, serre la main de sa fille avec une énergie inattendue. Ses yeux, humides mais déterminés, plongent dans ceux d'Adjoba. « Ne vends jamais ton corps, Adjoba. Ta dignité, c'est ta vie. Peu importe ce qui arrivera à la mienne, promets-moi de rester debout. » Les larmes montent aux yeux de la jeune femme. Comment rester digne quand la mort rôde dans la maison et que chaque billet manquant pèse comme une condamnation? Elle hoche la tête, incapable de prononcer un mot, mais son silence n'est pas une promesse, c'est un fardeau. Cette nuit-là, alors que sa mère s'endort épuisée, Adjoba reste éveillée, le regard fixé sur le plafond troué. Son esprit tourbillonne. 6 millions, l'affiche, ce numéro, et cette voix grave qui avait répondu par erreur. Elle sent déjà que le destin lui tend des cartes qu'elle ne maîtrise pas. Dans le noir, elle répète à mi-voix « Je trouverai l'argent ». Mais chaque syllabe pèse plus lourd que la précédente. Le serment qu'elle vient de prononcer est une chaîne invisible qui se resserre autour de son cœur. Quelques jours plus tard, le hasard ou peut-être le destin la pousse à croiser à nouveau la trajectoire de l'homme à la voix grave.
Guidée par une adresse griffonnée sur un papier, elle s'aventure dans un bâtiment moderne, plus froid et silencieux que tout ce qu'elle connaît. Les murs blancs semblent juger chaque pas de ses sandales usées. Lorsqu'elle entre dans une salle, la porte se referme brusquement derrière elle, se verrouillant dans un claquement sec. La panique lui monte à la gorge, ses mains tremblent. Elle s'imagine déjà piégée, offerte comme une proie dans une cage immaculée. Une voix retentit alors, grave et ferme. « Ne fais jamais ça. Tu y laisserais ton avenir. » Elle se fige. C'est lui. L'inconnu du mauvais numéro. Kofi Aka. Il apparaît dans l'encadrement d'une porte intérieure, vêtu d'une chemise blanche impeccablement repassée, le regard intense. Ses paroles claquent comme une gifle, mais derrière la sévérité, elle décèle une inquiétude réelle. Adjoba ne comprend pas pourquoi cet homme s'occupe d'elle, pourquoi il s'érige en obstacle à son choix. Honteuse, confuse, elle se précipite vers la sortie lorsque la porte s'ouvre. Ses jambes la portent plus vite que son souffle. Mais tandis qu'elle fuit, elle sent au creux de sa poitrine une étincelle étrange. Cet homme l'a vue. Il a perçu son désespoir, là où d'autres ne voyaient que misère et fatigue. De retour chez elle, elle s'assoit sur le lit de fortune à côté de sa mère endormie. Son cœur bat encore de frayeur, mais ses pensées sont hantées par ce regard qu'elle voudrait chasser point les jours qui suivent ses tirs comme des cordes trop tendues. Adjoba multiplie les petits travaux. Elle sert des plats épicés dans un maquis bruyant, ses mains imprégnées d'odeur d'huile et de poisson frit. Le lendemain, elle lave le linge des voisins jusqu'à avoir les paumes brûlées. Le soir, elle donne des cours aux enfants de la cour, leur souriant malgré la fatigue qui creuse ses traits. Mais rien n'y fait, les billets s'évaporent aussitôt gagnés. Les médicaments coûtent plus cher que ce que ses efforts épuisés rapportent. Chaque toux d'Akissi résonne comme un tambour funèbre. Un soir, la lune éclaire faiblement leur chambre. Akissi appelle sa fille d'une voix faible, presque éteinte. « Ne te tue pas pour moi, Adjoba. » Cette phrase, simple, fracasse son cœur comme une pierre lancée dans une vitre fragile. Elle détourne la tête pour cacher ses larmes, mais son corps tremble. Le poids du sacrifice devient insoutenable. Alors qu'Akissi s'endort, Adjoba reste assise dans l'obscurité, la tête entre les mains. Elle se demande combien de temps encore elle pourra tenir, combien de nuits blanches son corps endurera avant de céder. Les bruits de Yopougon, rire des maquis, moteurs fatigués, radios grésillantes, contrastent cruellement avec le silence lourd de leur chambre. À 20 ans, Adjoba porte sur ses épaules une croix que même les adultes les plus aguerris peineraient à traîner. Et au fond de son cœur, une peur sourde grandit, que ses sacrifices ne suffisent pas, que malgré tous ses efforts, elle perde la seule personne qui ait jamais compté pour elle. À l'université de Cocody, les journées se ressemblent, mais ce jour-là, Adjoba sent un regard peser sur elle. Dans l'amphi, au détour d'un couloir, toujours le même visage, Ismaël Bamba. Beau garçon au sourire carnassier, fils d'un politicien richissime, il est connu pour son arrogance autant que pour ses excès. Les rumeurs sur ses conquêtes circulent comme des billets froissés. Un après-midi, il l'aborde, adossé nonchalamment à un mur, sa montre en or brillant sous le soleil. « Tu as l'air fatigué. Tu sais, je peux t'aider. Tu n'auras qu'à sourire. » Sa voix est douce en surface, mais sous le vernis perce une pointe de domination. Adjoba recule, le cœur serré, un goût amer dans la bouche. « Non, merci. » Il rit, un rire sec qui résonne comme une menace. « Tu es fier aujourd'hui. Mais un jour, tu viendras me supplier. » Ces mots s'incrustent comme du poison. Elle s'éloigne rapidement, mais son dos frissonne sous le poids de cette promesse malveillante. Pour la première fois, Adjoba comprend qu'elle n'affronte pas seulement la pauvreté et la maladie, mais aussi des hommes qui flairent la détresse comme des corbeaux affamés. En rentrant, elle serre la main de sa mère plus longtemps que d'habitude. Le sourire d'Akissi efface un instant l'ombre d'Ismaël, mais le danger rôde désormais autour d'elle, tangible, menaçant, prêt à frapper. La nuit tombe sur Yopougon, mais dans la chambre, Akissi suffoque. Sa toux se transforme en spasmes violents, ses yeux se révulsent. Paniquée, Adjoba la soulève, appelle un taxi en criant, traverse la ville jusqu'aux urgences. Le néon blafard de l'hôpital les accueille comme une gifle glaciale. Dans le hall saturé, une silhouette en blouse blanche s'approche. Kofi Aka. Le hasard frappe encore. Il reconnaît Adjoba, son regard se durcit d'inquiétude. Rapidement, il ausculte Akissi, donne des ordres précis aux infirmières, pose un diagnostic clair.
Ses gestes sont fermes mais empreints d'une attention rare. Adjoba, assise sur une chaise en plastique, tremble, les mains jointes. Quand Kofi revient vers elle, il la fixe longuement. « Depuis combien de jours n'as-tu pas mangé correctement ?» Elle baisse les yeux, honteuse, incapable de répondre. Comment avouer qu'elle saute ses repas pour acheter les comprimés? Ses lèvres tremblent, mais aucun mot ne sort. Un silence lourd s'installe. Ce n'est plus seulement sa mère qu'il voit, mais aussi elle, une jeune femme qui se consume à petit feu. Quelques jours plus tard, Kofi l'appelle à part, son ton plus doux que jamais. « Tu ne peux pas continuer ainsi. Ta mère a besoin de calme, toi aussi. J'ai un studio à la Riviera. Allez-y, considère que c'est un loyer symbolique. » Le cœur d'Adjoba se serre. Comment refuser? Ce toit représente un souffle, une sécurité. Elle accepte, la gorge nouée. Le jour du déménagement, les voisins la regardent avec curiosité. Elle quitte la cour délabrée, son sac à la main, sa mère soutenue par un taxi. Le studio est simple mais propre, lumineux, presque trop beau pour elle. Le soir, alors qu'elle observe sa mère dormir paisiblement pour la première fois depuis des mois, Adjoba sent une gratitude immense envers Kofi. Mais cette paix fragile se fissure quand il revient pour s'assurer de leur installation. Son regard se fait plus intense, sa voix plus grave. « Ici, tu es à moi. » Ces mots résonnent dans la pièce comme une sentence. Son cœur bondit, partagé entre reconnaissance et peur. Le confort qu'elle vient de trouver pourrait bien devenir une prison invisible. La nuit enveloppe Abidjan d'une moiteur lourde. Les rues de Yopougon s'animent encore de klaxons, de rires et de musique s'échappant des maquis. Adjoba, en chemin pour acheter des médicaments, marche vite, le sac serré contre elle. Ses pensées sont tournées vers sa mère, quand soudain une silhouette surgit de l'ombre. Ismaël Bamba. Ses yeux brillent comme ceux d'un prédateur dans l'obscurité. Deux hommes l'accompagnent, imposants, la coupant de tout échappatoire. « Alors, la princesse des pauvres, tu cours toujours ?» ricane-t-il. Sa main tente d'attraper son bras. Adjoba recule, le souffle court, son cœur cognant contre sa poitrine. Les passants détournent le regard. Nul ne veut s'opposer à un fils de puissant. Soudain, une voix claque, autoritaire. « Lâche-la immédiatement. » C'est Kofi Aka, qui surgit de la nuit comme un rempart. Sans attendre, il s'interpose, ses poings pleuvent sur les hommes de main. Le bruit des coups se mélange aux cris. Ismaël recule, furieux mais surpris de l'audace du médecin. « Rapproche-toi encore d'elle, et tu le regretteras », gronde Kofi. Adjoba, tremblante, observe la scène, incapable de bouger. Quand tout s'apaise, elle réalise avec effroi que sa vie est devenue un champ de bataille entre hommes de pouvoir. Elle n'est plus seulement une fille qui lutte contre la pauvreté, elle est devenue l'enjeu d'un conflit qui la dépasse. Le lendemain, la chambre baigne dans une lumière douce. Akissi, épuisé par la toux, appelle sa fille d'une voix faible. Adjoba s'assoit à ses côtés, prend sa main. « Adjoba, il y a quelque chose que tu dois savoir. » Ses yeux se voilent de larmes. « Tu n'es pas né de mon ventre. Ton vrai nom est Traoré. Je t'ai trouvé bébé, abandonné dans la rue, et je t'ai prise comme ma propre fille. » Le monde d'Adjoba bascule. Son souffle s'arrête, ses larmes jaillissent. « Non, maman. Tu es ma mère, la seule que j'ai connue. » Akissi caresse sa joue avec tendresse. « Oui, je suis ta mère. Jusqu'à mon dernier souffle, je le resterai. Mais un jour, la vérité te rattrapera. Tu portes un passé que je n'ai pas su t'expliquer. » Ces mots déchirent Adjoba, mais au fond d'elle, ils éveillent aussi une angoisse. Si son sang vient d'ailleurs, qui est-elle vraiment? La toux d'Akissi interrompt la confession. Adjoba lui donne de l'eau, les mains tremblantes. Elle réalise que même les fondations de son identité vacillent désormais. Mais plus fort que le doute reste l'amour. Elle serre sa mère dans ses bras, comme pour la retenir encore un peu à la vie. Les jours suivants, Ismaël rôde de plus en plus près. Un soir, il s'approche d'Adjoba devant la pharmacie. Son sourire est faux, mais ses mots coulent comme du miel empoisonné. « Tu veux sauver ta mère? Viens avec moi. Ton traitement est payé, tout est réglé. Je tiens ma promesse. » Adjoba hésite, la peur et l'espoir se livrant une guerre dans son cœur. Elle pense à la toux déchirante de sa mère, au prix des médicaments. Finalement, elle le suit,
chaque pas plus lourd que le précédent. On la conduit dans un complexe isolé, loin du tumulte d'Abidjan. Les murs sont hauts, les fenêtres grillagées. À l'intérieur, elle croise des regards vides, d'autres jeunes femmes, brisées, prisonnières. Le piège se referme. Les portes se verrouillent derrière elle. Ismaël s'approche, son arrogance glaciale. « Tu es à moi désormais. » La voix résonne comme une condamnation. Le monde se réduit à ses murs étouffants. L'espoir qu'elle nourrissait pour sa mère se transforme en chaînes invisibles. Adjoba comprend trop tard. Son amour filial l'a conduite en enfer. La nuit est lourde, l'air chargé d'humidité. Derrière les murs du complexe où Adjoba est prisonnière, le silence se brise par des pas, des portes qui claquent, des murmures étouffés. Elle est assise sur un lit dur, ses mains serrées, ses yeux brûlés de larmes. Chaque seconde qui passe ressemble à une éternité d'attente et de peur. Mais au loin, un bruit monte, moteur, éclat de voix, puis le fracas brutal d'une porte qui explose. Des hommes en civil, des gardes, un tumulte organisé. Au centre de ce chaos, une silhouette familière avance avec détermination. Kofi Aka. Son regard trouve Adjoba dans la pénombre. Elle se précipite vers lui, ses jambes vacillantes, son corps tremblant. Lorsqu'il la serre dans ses bras, elle éclate en sanglots. « Je ne voulais pas t'appeler. Parce que toi aussi tu m'achetais, » murmure-t-elle d'une voix cassée. Ces mots frappent Kofi plus fort que n'importe quel coup. Il ferme les yeux un instant, la douleur traversant son visage. Lui qui croyait la protéger découvre qu'il a été pour elle une autre forme de geôlier, avec des chaînes dorées. Pourtant, il la serre encore plus fort, comme pour lui promettre en silence qu'il apprendra à aimer autrement. Cette nuit, dans l'assaut qui libère et détruit tout à la fois, deux vérités éclatent. Adjoba n'est plus une proie sans défense, et Kofi doit réapprendre ce que signifie aimer. Quelques jours plus tard, Adjoba est invitée dans la maison familiale des Aka. L'immense demeure respire le luxe et la froideur. Les murs sont décorés de tableaux, les vitrines brillent de bijoux anciens. C'est là, dans un salon silencieux, qu'elle aperçoit un coffret entrouvert. Ses doigts tremblent lorsqu'elle soulève le couvercle. À l'intérieur, un collier, identique au sien. Le même pendentif qu'elle porte depuis toujours, suspendu à son cou comme une énigme jamais résolue. La pièce se fige. Clémentine Aka, la mère de Kofi, s'avance. Son visage, d'abord fermé, se décompose. Sa voix vacille, chose rare chez cette femme d'ordinaire si glaciale. Ce bijou, il appartenait à Hawa Traoré. Sa fille a disparu il y a 20 ans. Le souffle d'Adjoba s'interrompt, ses yeux s'écarquillent. Tout en elle vacille. Ce bijou n'était pas seulement un souvenir, mais une preuve. Dans ce silence tendu, une porte s'ouvre sur l'avenir. Le collier devient plus qu'un simple bijou, c'est une clé, une vérité qui appelle. Adjoba comprend qu'elle n'a pas seulement été recueillie par hasard. Elle est attendue quelque part. Le manoir des Traoré, lumineux et vaste, semble irréel pour Adjoba qui n'a connu que des toits de tôle et des chambres étroites. Dans le grand salon, une femme élégante avance, ses yeux déjà humides, Hawa Traoré. Un test ADN a confirmé ce que les colliers murmuraient déjà. Mais les mots deviennent inutiles quand leurs regards se croisent. Hawa serre Adjoba contre son cœur, ses épaules secouées de sanglots. « Mon enfant, enfin !» Le temps se suspend. Adjoba, bouleversée, sent en elle se déchirer deux vérités, la loyauté à Akissi, la femme qui l'a élevée, et ce lien de sang qui pulse désormais dans ses veines. À quelques pas, une jeune femme observe la scène, Mariam Traoré, la fille adoptive d'Hawa. Son regard est d'abord chargé de surprise, presque de jalousie, mais peu à peu, ses traits se détendent. Elle s'approche, sa voix douce malgré le tremblement. « Si tu le veux, je serai ta sœur. » Adjoba, les larmes brouillant sa vue, lui tend la main. Ce geste efface le gouffre qui aurait pu les séparer. Deux mères, deux amours, une même fille. En sortant du salon, Adjoba lève les yeux vers le ciel ivoirien. Pour la première fois, elle se sent complète, mais aussi plus déchirée que jamais. L'hôpital de Trècheville résonne de pas pressés, d'appels d'infirmières et de bruits métalliques. Dans une chambre exiguë, la lumière crue du néon blanchit les murs fatigués. Akissi Kwadio repose sur un lit étroit, le souffle court, chaque respiration semblant être arrachée à son corps par une main invisible. Ses joues se sont creusées, ses lèvres desséchées.
Elle n'est plus que l'ombre de la femme forte qui avait élevé Adjoba dans la pauvreté mais aussi dans l'amour. Adjoba entre, le cœur serré, le visage ravagé par les nuits blanches. Depuis qu'elle a découvert ses véritables origines, un gouffre s'est ouvert en elle. Mais au pied de ce lit, tout devient clair, peu importe le sang, peu importe le nom qu'elle porte désormais. Cette femme est sa mère. Celle qui lui a appris à se battre, à résister, à aimer. Elle prend sa main fragile, glacée, et la porte contre sa joue. « Maman, je t'en supplie, accroche-toi. » Akissi ouvre les yeux avec effort, deux perles brillantes au fond de ses orbites fatiguées. Sa voix n'est qu'un souffle, mais chaque mot est une flamme. « Adjoba, ne meurs pas en te sacrifiant pour moi. Je t'ai élevé pour que tu vives, pas pour que tu t'éteignes avec moi. » Les larmes d'Adjoba coulent, inarrêtables. « Je n'ai rien sans toi. Comment vivre si tu pars ?» Un sourire fragile naît sur les lèvres d'Akissi. « Tu as plus que tu ne crois. Tu as ta dignité, ton courage, et désormais, ton avenir. Souviens-toi toujours, choisis-toi. Même quand la douleur t'appelle, choisis-toi. » Ses doigts se resserrent une dernière fois autour de la main de sa fille. Puis son souffle s'étire, s'interrompt. Le silence tombe, lourd, irrévocable. Adjoba pousse un cri silencieux, sa poitrine se déchire, son âme chancelle. Le monde entier semble s'écrouler autour d'elle. Mais dans ce vide terrible, une force naît, l'héritage invisible de sa mère. Elle comprend que la mort d'Akissi n'est pas une fin, mais une bénédiction transmise dans un souffle ultime. La nuit d'Abidjan est douce, caressée par le vent chaud venu de la lagune. Dans un jardin illuminé de guirlandes et de lanternes, les fleurs exhalent leur parfum. Des amis, des proches, et même ceux qui étaient autrefois distants, sont réunis pour célébrer. C'est une soirée qui semble suspendue hors du temps. Adjoba marche entre les tables, vêtue d'une robe simple mais élégante, où un motif wax délicat rappelle ses racines. Ses yeux, encore rougis par le deuil récent, brillent pourtant d'une lumière nouvelle, celle de la résilience. Au centre du jardin, une musique douce s'interrompt. Kofi Aka s'avance. Son costume sombre épouse sa silhouette élancée, mais ce soir, ce n'est pas le médecin ou l'héritier qui se tient devant elle, c'est un homme vulnérable, prêt à déposer ses armes. Il s'agenouille, un écrin ouvert entre ses mains. La lueur de la bague capte la lumière des lanternes, mais ce n'est pas le bijou qui importe, c'est la sincérité de son regard. Adjoba. Nos débuts ont été tordus, marqués par la peur et mes erreurs. J'ai voulu t'aider, mais je t'ai enfermé dans ma manière de posséder. Aujourd'hui, je comprends. Je ne veux plus être ton protecteur ni ton geôlier. Je veux être ton compagnon, ton égal. Veux-tu m'épouser? Le jardin retient son souffle. Adjoba le regarde longuement. Dans son esprit résonne la voix d'Akissi. Choisis-toi. Elle se revoit pleurant sur des draps humides, affrontant Ismaël, découvrant sa filiation. Elle sait désormais que son destin ne dépend plus des autres, mais d'elle seule. Les larmes lui montent aux yeux. Elle s'approche de Kofi, pose une main sur son épaule. Oui, je veux, mais à une condition, je reste libre. Mon amour pour toi ne sera jamais une dette. Un sourire sincère éclaire le visage de Kofi. Il passe la bague à son doigt, se relève et la serre dans ses bras. Autour d'eux, des applaudissements éclatent, des cris de joie montent, mais dans leur bulle, il n'y a que deux âmes qui se sont enfin trouvées. Le temps a passé. Les saisons ont changé sur Abidjan, mais les cicatrices de la ville et celles du cœur d'Adjoba demeurent. Pourtant, elles ne sont plus des blessures ouvertes, elles sont devenues des marques, comme une carte qui raconte son parcours. Adjoba a repris ses études, déterminée à terminer ce qu'elle avait commencé avant que la misère ne l'écrase. Elle marche chaque jour sur le campus de Cocody, la tête haute, ses camarades la regardant différemment. Non plus comme la fille pauvre qui se tue à la tâche, mais comme une femme qui a traversé le feu sans se consumer. Dans son appartement de la Riviera, elle conserve encore une photo d'Akissi Quadio, posée sur sa table de chevet. Chaque soir, elle lui parle en silence. Elle n'a jamais cessé de l'appeler « maman », même après avoir retrouvé Awa Traoré, sa mère biologique. Awa, avec ses moyens et son amour retrouvé, a ouvert ses bras et son cœur. Mariam, la fille adoptive, est devenue plus qu'une sœur de circonstance, une alliée, une amie intime. Leur lien prouve que l'amour ne se divise pas, il se multiplie. Kofi, lui, reste à ses côtés, mais s'enchaîne, sans condition. Leur couple avance main dans la main,
chacun respectant l'espace de l'autre. L'amour qu'ils bâtissent est celui que rêvait Akissi, un amour où Adjoba reste elle-même, où elle choisit chaque pas. Parfois, la nuit, Adjoba rêve encore des couloirs étroits du complexe où Ismaël l'avait piégée. Elle revoit son sourire cruel, la peur dans ses veines. Mais lorsqu'elle se réveille, la bague à son doigt et le collier autour de son cou lui rappellent qu'elle a survécu, grandi et transformé cette douleur en force. Dans le vent qui souffle sur Abidjan, elle croit entendre encore la voix de sa mère adoptive. « Choisis-toi, ma fille !» Et désormais, à chaque instant de sa vie, Adjoba choisit.